Bienvenue à Monte-Carlo. Est-il d'ailleurs besoin de présenter ce lieu célèbre, théâtre du plus prestigieux rallye du monde? Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour suivre ce programme spécial consacré au rallye Monte-Carlo 2006. Pendant près d'une heure, grâce à ce DVD exceptionnel que vous avez acquis en même temps que le magazine Échappement, qui n'a pas perdu, vous le constatez, ses bonnes habitudes, avec justement ces DVD en bonus du magazine lui-même, eh bien nous allons revivre les meilleurs moments de cette manche d'ouverture du championnat du monde, absolument palpitante, avec son lot habituel d'images spectaculaires, de drames parfois, de coups de théâtre, de suspense, bref, un grand rendez-vous de sport automobile. Alors, pas mal de changements durant l'intersaison en ce qui concerne le WRC du côté des équipes, des pilotes, des équipementiers. Beaucoup de bouleversements, on en reparlera bien sûr dans le détail tout au long de ce programme exceptionnel. La grande nouvelle, c'est quand même Sébastien Loeb qui continue chez Citroën, mais avec une nouvelle structure. La Xara était très bonne l'année dernière, nous explique notre double champion du monde national. Maintenant, il y a une nouvelle équipe derrière moi, c'est une nouvelle évolution, des nouvelles voitures en quelque sorte. Ça va peut-être être un petit peu plus difficile cette année. En tout cas, Sébastien Loeb, on l'a dit, on le répète, il reste chez Citroën. Du côté de Peugeot, eh bien officiellement, la marque au lion n'est plus présente dans le championnat du monde des rallyes. Et la grande nouvelle, ça concerne Marcus Gronholm qui a donc quitté Peugeot, qui en avait un petit peu marre, comme il le disait parfois tout au long de la saison 2005 de sa voiture, la 307 WRC. Il est passé du côté de Ford. Alors Marcus, l'année dernière, vous étiez tout en rouge. Cette année, ce sont des couleurs différentes. Oui, pour l'instant, c'est bleu et blanc. Et c'est les couleurs du drapeau finlandais, Marcus Gronholm, qui n'a pas manqué de le signaler. Troisième tête d'affiche, Peter Solberg, le Norvégien qui reste chez Subaru. Pour l'instant, ça se présente bien, on travaille très très fort pour bien démarrer la saison. J'espère que ça va bien se passer. Eh bien, on l'a déjà, notre grand match de cette saison 2006. 3 champions du monde face à face, Sébastien Loeb, Marcus Gronholm, Peter Solberg, le tout arbitré certainement par pas mal de pilotes valeureux dans des voitures qui appartiennent à des structures privées. C'est une des grandes caractéristiques de cette année, avec peu d'équipes officielles finalement, mais beaucoup de structures privées qui auront sans aucun doute leur mot à dire. Direction donc Monte-Carlo pour la manche d'ouverture de cette saison 2006. 18 spéciales réparties en 3 jours, 367 km d'épreuves chronométrées. Le spectacle devrait être à la hauteur. On s'intéressera également durant ce programme spécial à la famille Wilson. Le père est déjà derrière une équipe, et bien le fils arrive derrière un volant. L'ambiance ici à Monte-Carlo, c'est quelque chose, notamment dans le fameux col du Turini. On ne manquera pas d'aller vivre cette légende qui s'écrit chaque année un petit peu plus. On parlera des pneus. Une guerre en perspective, le tout arbitré par ces charmantes demoiselles, on vous expliquera exactement de quoi il en retourne. Des nouveautés techniques, notamment du côté des différentiels, on essaiera de vous expliquer de quoi il en retourne. Et puis donc, un petit rappel, la position au championnat du monde en 2005, ce qui nous donne l'occasion de vous signaler que le supplément DVD d'Auto Hebdo fin d'année 2005, qui vous retrace justement les meilleurs moments de la saison WRC 2005, est toujours en vente. N'hésitez pas, histoire de se remémorer comment Sébastien Loeb a acquis son 2e titre. Sébastien Loeb, il est donc là. Sa Xara n'est plus rouge, elle est bleue, ça c'est la première nouveauté. Elle n'a pas tout à fait la même configuration mécanique, mais malgré tout, c'est toujours une Xara, c'est toujours Citroën, c'est toujours Sébastien Loeb, et il est au départ de la première spéciale, de la première étape. 100 mètres, droite 110, sur gauche 120, bon Milon. Voilà, c'est donc parti pour ce Monte-Carlo 2006. Droite 140 auto, sur attention gauche frein pour droite 110. Et gauche 50 épingle. Et gauche 110 plus. Sur droite 110 plus Milon. Et gauche 120 moins Milon. Et attention droite 148. Sébastien Loeb qui reste sur 3 victoires consécutives au Monte-Carlo. Disons-le tout de suite, il commence à faire parler la poudre dès la première épreuve spéciale qu'il remporte haut la main. Cette année, la Citroën Xara est engagée par l'équipe Chronos.
Une équipe belge, mais qui est fortement soutenue par Citroën. Citroën qui reviendra officiellement en 2007. Alors vous avez aperçu aussi que le terrain était quand même très délicat. C'est toujours le cas sur le Monte-Carlo, avec des portions parfois sèches, parfois humides, parfois enneigées, parfois verglacées. Il convient donc de bien choisir ses pneus. Eh bien, Peter Solberg va faire une erreur à ce niveau-là. Il va prendre des pneus slick. Or, on le constate, ça n'était manifestement pas la chose à faire. Il est donc souvent au ralenti, en difficulté. Il va perdre plus de 2 minutes 30 dans ses 2 premières spéciales. C'est énorme. Au départ maintenant, Marcus Gronholm. Voilà, c'est parti donc pour le Finlandais. Son premier rallye avec la Ford Focus. Gronholm qui n'a jamais été très à l'aise au Monte-Carlo. Son meilleur résultat, figurez-vous, c'est une 4e place en 2004 seulement. Et regardez, ça commence mal. Le tête à queue pour Marcus Gronholm. Ensuite, il cale, il peut tout de même repartir. Alors évidemment, rien de dramatique. Il n'a pas touché, il n'a pas tapé. Il peut repartir, mais c'est quand même plus de 20 secondes de perdu. Et à ce niveau-là, on le sait, chaque 10e de seconde compte. En tout cas, Gronholm, tout comme Loeb, avait fait le bon choix de pneus. Des choix dictés par les conditions météo, les conditions d'adhérence. On prend donc des pneus sculptés, alors que Solberg avait pris des pneus slick. Du côté des forces en présence, à surveiller bien sûr Gilles Panizzi. Le pilote français qui est un spécialiste de l'asphalte et qui est au volant d'une Skoda privée. À ce moment-là, Panizzi est donc 2e au général, derrière Sébastien Loeb. Marcus Gronholm 3e, Gigi Galli 4e. A signalé des problèmes pour accéder au théâtre des spéciales, avec une congestion au niveau du trafic routier. Du coup, on annule à ce moment-là la 3e spéciale. Ça commence un petit peu dans la confusion ce Monte-Carlo, mais tout va rentrer dans l'ordre par la suite. On va maintenant s'intéresser à Matthew Wilson. Alors un jeune pilote, 18 ans seulement, rendez-vous compte, et il va disputer l'intégralité de la saison 2006. Alors vous me direz, il a de qui tenir, c'est le fils de Malcolm Wilson. Et Malcolm Wilson n'est ni plus ni moins que le team manager de l'équipe Ford officielle. Il a placé son fils dans l'équipe B, car il y a une équipe B du côté de Ford en WRC. Après tout, pourquoi pas, il le mérite certainement, Matthew Wilson, qui s'est fait les dents en quelque sorte sur ces terres en Angleterre, où il connaît tous les types de terrain. Et donc, manifestement, son père a jugé qu'il était mûr. Alors, on les retrouve là en interview croisée. Est-ce que vous êtes ravi d'avoir votre père derrière vous, demande-t-on à Matthew Wilson. Non, c'est un cauchemar, croyez-moi. Non, je blague. Je veux dire qu'il est là pour m'aider et c'est sûrement très bien de l'avoir à mes côtés. Je pense qu'ici, à Monte-Carlo notamment, c'est une bonne chose que de l'avoir, car il va pouvoir me donner de bons conseils. Je ne peux pas me plaindre. Est-ce que vous vous retrouvez dans Matthew, Malcolm ? Alors j'espère qu'il sera meilleur que je ne l'étais. Il le faut absolument pour lui. Alors vous avez évidemment vu des images où votre père était au volant, Matthew. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'était un bon pilote? Ah oui, bien sûr, j'en ai vu des images et c'était fantastique. Je me souviens aussi que des pilotes comme Harry Vatanen venaient manger à la maison, je les retrouvais sur les routes. Pour moi, ça a été effectivement très fort comme souvenir. Est-ce que, en tant que père, vous vous inquiétez pour lui? Non, c'est plutôt sa mère qui a ce rôle. Moi, c'est plutôt l'émotion qui va m'étreindre s'il commence à avoir de bons résultats. Il est vrai que je vais me poser beaucoup de questions. Est-ce que ça se passe bien pour lui? Comment est-il? Est-ce que la voiture était bien? Mais bon, je pense que c'est tout à fait normal de ressentir ces choses. Qu'il soit mon fils, finalement, c'est secondaire. Je ressentirai ça de toute façon pour un pilote de mon équipe. Et oui, il faut peut-être oublier un petit peu le côté filial pour aborder le côté professionnel. Matthew Wilson est un pilote professionnel maintenant, engagé pour avoir de bons résultats. Son objectif, c'est finir ce Monte-Carlo. Mais attention, le terrain est piégeux et on l'a vu, il y a des fautes à commettre. Nul ne peut prétendre sortir du Monte-Carlo sans avoir fait une petite erreur ou une petite faute. Matthew Wilson va tout de suite entrer dans le grand bain du WRC avec un terrain particulièrement piégeux. À signaler quand même qu'il a participé 2 fois à des rallyes du championnat du monde sur ces terres en Grande-Bretagne lors des 2 dernières années. Ça a été assez difficile pour commencer, mais bon, j'en suis sorti dans ces premières spéciales, c'est peut-être pas mal. Il a peut-être fait effectivement le plus dur.
Ça se passe moins bien en revanche pour Peter Zioen, qui est le coéquipier de Matthew Wilson dans l'équipe Ford B. Et puis Gigi Galli, on en parlait tout à l'heure, il était pas mal placé au général. Et là, ça va mal continuer pour l'Italien. Voilà, Galli qui a tapé donc, c'est terminé pour lui. Manfred Stoll maintenant, l'Autrichien, qui s'était vraiment révélé la saison dernière en obtenant quelques très belles places d'honneur. Un magnifique 360 degrés pour celui qui pilote une Peugeot privée au sein de l'équipe Bosian Racing. Là encore, rien de dramatique, mais des secondes qui s'envolent. Sébastien Loeb, 1 minute 16 d'avance au bout de la 5e spéciale. C'est énorme l'écart qu'a déjà creusé le Français face à la concurrence. À ce moment-là, il ne reste plus qu'une spéciale à disputer dans cette première journée. Elle va être très importante. En attendant, on retrouve les équipes du côté de l'assistance. Et espérons surtout que Subaru règle ses problèmes de pneus et que surtout il fasse le bon choix. Car le temps qu'ils ont perdu le matin, les 3 pilotes Subaru, c'est terrible. Rallye peut-être d'ores et déjà terminé au niveau des espoirs de victoire bien sûr pour Solberg et pour Stéphane Sarrazin. En revanche, l'Australien Chris Atkinson sur la 3e Subaru, lui n'avait pas le même choix. Donc peut-être que l'Australien a une carte à jouer. On va retrouver pour la dernière spéciale du jour, la 6e, notre animation virtuelle. C'est un des plus mis en place par l'organisation du WRC. Et c'est franchement à chaque fois une technologie qui nous épate, car c'est vraiment très impressionnant. Regardez au départ de la 6e spéciale l'écart entre Solberg et Gronholm. Et regardez où se trouve Sébastien Loeb par rapport à ses deux adversaires. C'est incroyable l'écart qu'a déjà donc creusé le Français. L'avance qu'il possède déjà sur la route de façon virtuelle, certes, mais quand même bien réelle, puisque cet écart, il l'a déjà creusé sur la piste. Les conditions, quand même, sont toujours délicates. On voit parfois c'est sec, parfois c'est humide, parfois c'est glacé. Il faudra se tirer de tous les pièges de la piste. Allez, c'est parti pour Solberg. Et manifestement, cette fois-ci, on ne s'est pas loupé du côté de choix des pneus. Peut-être un petit peu conservateur Solberg, mais on ne le saurait que trop à sa place. D'évidence, ça va un petit peu mieux, mais tout de suite, son allure nous renseigne sur l'état de la piste. C'est quand même très difficile et il faudra être très prudent. Sébastien Loeb. Comme toujours, c'est propre, c'est rapide, c'est efficace pour l'instant. Il n'a pas de rival, Sébastien Loeb. Gauche 80 moins. 50 mètres. Droite 90 moins. Et droite ferme 120 plus. Ouvre et ferme jusqu'à 100 plus long. Et attention, gauche 90 moins 1000. C'est alors que survient le grand coup de théâtre de ce Monte-Carlo. Regardez Sébastien Loeb à l'entrée dans un virage à gauche. 50 mètres. Droite à fond, sur attention, 50 mètres, gauche en même bon bidon, vraiment pas corde. C'est ici que ça va se passer. Il arrive trop vite Sébastien Loeb et c'est la sortie de piste et l'accident. Et voilà. Ça va toi, c'est bon. Ouais. Putain de merde. Et oui, la réaction bien sûr de Daniel Elena et de Sébastien Loeb. Ils ont compris à ce moment-là que sans doute c'était fini pour eux. Le Monte-Carlo s'envole au niveau des espoirs de victoire. Une faute très rare quand même pour le champion du monde. Sébastien Loeb est sorti au cours de cette 6e spéciale. Autant dire qu'instantanément, Marcus Gronholm devient le leader de ce rallye. Vasen pitkä nopea, kirraa. 7, oikein pitkä hidas. 4 ja vasen hidas. Oikein jouhea. 4, vasen laita oikein hidas. Alors évidemment, à ce moment-là, il y a plusieurs choses qui traversent l'esprit de tous les observateurs. C'est que sans doute, la victoire vient de se jouer en faveur de Gronholm plutôt que de Loeb. Est-ce que Loeb va pouvoir repartir à ce moment-là? On n'en sait rien. Est-ce que la voiture est réparable? Parce que vous savez qu'il y a la règle du Super Rally qui permet à un pilote éventuellement de repartir le lendemain. Eh bien peut-être, car on s'aperçoit malgré tout que la chute dans le talus semble assez douce en quelque sorte. Pas de choc véritablement terrible pour la Citroën Xara. Elle devrait être réparable et donc elle pourrait repartir le lendemain. Mais à ce moment-là, bien sûr, on n'en sait pas plus. Alors, l'interview à chaud de Marcus Gronholm. Sébastien Loeb est sorti. Vous êtes en tête maintenant. Oui, c'est vrai, il est sorti. J'ai appris ça.
Mais ce sont des conditions terribles, hein, je peux vous le dire. C'est très très dur de garder la voiture dans la bonne trajectoire. Je n'étais pas confiant. Oui. Et ce qui est arrivé à Sébastien, ça peut arriver à tout le monde. Même un champion du calibre de Sébastien Loeb donc peut partir à la faute. On a revu le ralenti. Il est arrivé sans doute trop rapidement dans ce virage à gauche, Sébastien Loeb. Et problème de grippe. Il l'avouera par la suite avec une vitesse trop élevée en entrée de virage. Il a tiré le frein à main pour sortir en douceur par l'arrière. C'est ce qu'il a fait, mais c'était trop tard. Il était donc sorti. Et c'est un événement que de voir Sébastien Loeb out dans un rallye du championnat du monde. Pendant ce temps-là, les autres concurrents continuent leur effort. On retrouve Gilles Panizzi, qui hélas connaît lui aussi des soucis avec une voiture instable. Gauche 90 plus. Droite 90 un peu long. Dans gauche 90 long presque plus. 60 mètres. Droite 85 plus. Voilà, c'en est terminé pour cette 6e spéciale. Gilles Panizzi qui a quand même concédé pas mal de temps sur celui qui devient maintenant son rival, Chris Atkinson, l'Australien, on vous en parlait. Il fait son premier Monte-Carlo avec la Subaru numéro 5 et pour l'instant ça se passe très très bien. Panizzi était 2e, il n'est plus que 4e et c'est Atkinson qui passe 2e. Mais chez Subaru, hélas, si pour Atkinson ça se passe bien, ça se passe très mal pour Solberg qui est arrêté en liaison. Fuite d'huile, nous révèle le Norvégien, le moteur est cassé, c'est terminé. Aucune chance de continuer, le moteur est cassé, verdict sans appel et quelle déception pour l'ex-champion du monde qui doit donc renoncer au Monte-Carlo. Et quelle fin de première journée avec Solberg out, avec Loeb toujours dans le talus. On est en train d'examiner la voiture, les premières constatations sont bonnes, il pourra repartir le lendemain. C'est difficile d'accepter cette situation. J'étais leader de ce rallye, j'avais plus d'1 minute d'avance et j'ai fait une erreur. Je n'aime pas ça, mais cette année le Monte-Carlo est vraiment très piégeux. C'est difficile de rester sur la route, c'est la même chose pour tout le monde je crois. Ça m'est arrivé, dommage. Je pense qu'on peut réparer la voiture et je pourrais partir le lendemain. Alors ça c'est la règle du super rallye, on va vous l'expliquer d'ici quelques instants. Autre coup de théâtre, décidément il y en a, avec Matthew Wilson qui est arrêté lui aussi en liaison. Pourquoi ? Eh bien parce qu'il a tapé le jeune anglais, 18 ans rappelons-le. Voilà, c'est là que ça s'est passé. On a tapé du côté de la jante, mais en fait ça a abîmé l'arbre de direction. Et puis c'est carrément la crémaillère qui n'est plus en état de fonctionner. Donc lorsque je suis revenu sur la route principale en liaison, eh bien on pouvait absolument pas continuer dans ces conditions. Donc je suis arrêté. Et je crains que ça s'arrête là pour moi. Non, pas forcément, puisque donc la règle du Super Rallye, on peut repartir le lendemain avec une pénalité de 5 minutes par spécial manqué. Donc la chance en quelque sorte de Sébastien Loeb, c'est d'avoir tapé et pratiquement abandonné lors de la dernière spéciale du jour. Donc en fait, il n'est pénalisé que de 5 minutes. Et comme il avait beaucoup d'avance, eh bien il n'est pas si loin que ça au général. Il est 8e et il peut espérer encore remonter au classement lors des 2 prochaines étapes. Donc vous voyez, ce Monte-Carlo n'est absolument pas terminé, même s'il semble que Marcus Grönholm, bien évidemment, doive l'emporter. Mais attention au scénario déjà écrit à l'avance. Il reste encore 2 jours de course. Nous nous retrouvons maintenant dans la 2e journée de ce Monte-Carlo 2006. Vous le savez bien sûr, la première étape a été marquée par un énorme événement, la sortie de Sébastien Loeb dans la 6e et dernière spéciale de la journée. Mais les questions demeurent, Grönholm a-t-il vraiment déjà course gagnée ? Est-ce forcément déjà perdu pour Loeb ? Tout n'est peut-être pas aussi évident sur un terrain aussi particulier que le Monte-Carlo. Du côté des nouveautés pour cette saison 2006, petit mot à propos des pneus. Effectivement, avec une bataille en perspective, Pirelli d'un côté, BF Goodrich de l'autre. Alors un nom qui vous surprendra peut-être. Où est passé Michelin ? Eh bien pas de panique, Michelin en fait est toujours là, car BF Goodrich est une marque qui appartient au groupe Michelin. Et du côté de Michelin, donc on a décidé de mettre en avant cette marque dans le WRC.
Nous avons donc d'un côté Bibendum, Michelin ou BF Goodrich, c'est selon, de l'autre les Pirelli Girls que vous voyez depuis quelques secondes, ces charmantes demoiselles qui égayent parfois les services ou les routes du championnat du monde des rallyes. Alors, opposition de marque, bien sûr, opposition de style. On retrouve Frédéric-Henri Biabot, qui est maintenant le responsable de la compétition chez Michelin. Il nous explique pourquoi on passe à BF Goodrich. C'est une décision de groupe. BF Goodrich est une marque qui veut se montrer de plus en plus. Mais par rapport aux filles de Pirelli, vous avez raison, c'est peut-être une question que nous devons considérer. Peut-être que nous ferons aussi quelque chose pour égayer un petit peu le spectacle. Allez, avouons que ça n'est peut-être pas le plus important des critères en ce qui concerne cette bataille des pneus, mais ça peut compter. En tout cas, Pirelli, BF Goodrich, là c'est du sérieux et ça a donc commencé à l'occasion de ce Monte-Carlo. Tiens, voici François Duval, le pilote belge, l'ancien coéquipier de Sébastien Loeb chez Citroën. Il est maintenant au volant d'une Skoda privée. Et rappelons que mine de rien, François Duval est le dernier vainqueur en date d'une manche du championnat du monde. C'est en effet lui qui s'est imposé lors de la dernière manche 2005. C'était en Australie, sa première victoire en WRC. Mais hélas, les vieux démons reprennent François Duval qui va sortir dans cette deuxième journée. C'est vraiment un terrain difficile, c'était très glissant, notamment cette spéciale. Et au niveau du freinage, eh bien, je n'ai pas pu contrôler. C'est terminé pour François Duval. C'est toujours un petit peu la même chose pour le Belge. Ça passe ou ça casse. On retrouve maintenant Henning Solberg. Alors un nom qui ne vous est pas inconnu et pour cause, Henning est le frère aîné de Peter. Donc les deux Solberg qui sont au départ de ce Monte-Carlo, c'est déjà fini pour Peter, vous en souvenez. Le grand frère, il est là, mais il fait un mauvais choix de pneus dans ses spéciales du matin de la deuxième journée et il perd, rendez-vous compte, 6 minutes. C'est un petit peu la même histoire que son frère la veille. En tout cas, une histoire de famille dont il se serait bien passé, on s'en doute. On retrouve maintenant Xavier Ponce. Xavier Ponce, l'Espagnol, c'est le coéquipier de Sébastien Loeb au sein de l'équipe Chrono Citroën. On le voit, une petite faute. Son meilleur résultat en championnat du monde des rallyes, c'est une 4e place au rallye d'Espagne 2005. À ce moment-là, il est 10e au général. Du côté des jeunes pilotes que l'on ne connaît pas encore forcément très bien, voici Mikko Hirvonen. Alors au tampon, c'était le coéquipier de Loeb chez Citroën Chrono, c'est bien Hirvonen, c'est le coéquipier de Marcus Gronholm chez Ford. À ce moment-là, dommage pour lui, il rencontre des problèmes de sélection de boîte, mais ça s'arrangera par la suite, il va pouvoir rentrer dans les points. Voici Tony Gardemeister, eh bien lui, il était pilote Ford, maintenant il est au volant d'une Peugeot privée engagée par l'équipe Astra Racing et ça se passe bien pour lui, il est 3e, mais attention, il y a donc toujours des pièges, on s'en est rendu compte avec cette caméra embarquée sur le Monte-Carlo. On retrouve Manfred Stoll, l'Autrichien. Exceptionnelle performance pour lui avec sa copilote Ilka Minor. Il est 2e au général. Évidemment, tous ces pilotes ont profité du bouleversement complet du classement général la veille avec Loeb, Solberg au tapis. En tout cas, devant, pas de problème. C'est Marcus Gronholm qui est clairement le leader de l'épreuve. Il a presque 2 minutes d'avance à ce moment-là. Rappelons que Marcus Gronholm, aussi incroyable que cela puisse paraître, n'a jamais gagné un rallye officiel disputé sur asphalte. Alors un point sur le classement général à ce moment-là du rallye, donc Gronholm largement devant. Mais regardez, Sébastien Loeb a déjà grignoté 2 places, il est 8e. Pas si loin que ça de Stéphane Sarrazin et des autres devant lui. Il peut clairement viser le podium, Sébastien Loeb. C'est ça maintenant, l'histoire de ce Monte-Carlo 2006. On retrouve le leader finlandais à l'assistance. Il rencontre en fait un problème qu'on ne soupçonnait pas. Les pédales sont mal positionnées par rapport à ses jambes, qu'il a fort longues. Et ça lui fait mal.
Surtout qu'il y a une vieille blessure qu'il avait rencontrée lors d'une épreuve de motocross il y a plusieurs années de cela, qui se réveille dans ces conditions. Comme il le dit, mon pied est dans la mauvaise position et au fur et à mesure que la journée se déroule, eh bien ça me fait mal. Est-ce que vous êtes vieux maintenant? Oui, bien sûr je suis vieux, mais non, ça devrait quand même aller. Et mine de rien, vous connaissez l'âge de Marcus Grönholm? Eh bien 37 ans. Il est né le 5 février 1968, champion du monde donc en 2000 et 2002. Il en est à son 121e rallye en championnat du monde. On va maintenant s'intéresser à la technique. C'est important parce qu'en cette année 2006, il y a des changements de réglementation, notamment en ce qui concerne les différentiels. Vous le savez peut-être, en fait, cette année, les équipes sont regroupées en deux groupes. Il y a le premier groupe qu'on appelle Constructeur 1, où les différentiels sont mécaniques maintenant, c'est-à-dire qu'ils sont passifs. Les différentiels, vous le savez, ils répartissent bien sûr la puissance entre les deux roues de chaque train, avant et arrière. Et bien pour les équipes donc du premier groupe, les plus importantes, c'est Chrono Citroën, c'est Ford, c'est Subaru, les différentiels maintenant sont mécaniques, c'est-à-dire qu'ils sont passifs, c'est-à-dire qu'il n'y a plus l'électronique embarquée à bord qui permet de régler les différentiels pratiquement virage après virage. Ça c'est une évolution très importante pour les pilotes de pointe, comme les Solberg, les Loeb, les Grönholm, car avant eh bien, ils jouaient avec tous les boutons et toute la répartition des puissances. Et bien maintenant ça n'est plus le cas, ils auront des différentiels passifs qui seront donc réglés avant le départ des rallyes et ils devront s'y faire pendant toute la durée de l'épreuve. En revanche, pour le deuxième groupe, avec les équipes privées notamment, eh bien les différentiels sont actifs, les différentiels pilotés. Mark Van Dalen, c'est un des gérants de l'équipe Chronos qui engage donc la Citroën privée de Sébastien Loeb. C'est ce qu'il est en train de nous expliquer. L'année dernière, les pilotes pouvaient agir dans chaque virage de façon différente par rapport au train arrière, par rapport au train gauche, par rapport au train droit. Eh bien là, c'est différent. Il faut que ce soit pré-réglé avant le départ du rallye et les pilotes devront faire avec jusqu'au bout de l'épreuve. Alors c'est forcément un changement de style, c'est aussi un changement d'impression et de sensation derrière un volant, comme nous l'explique Sébastien Loeb. D'ailleurs, sa sortie de piste n'est peut-être pas étrangère à cette différence. Bien sûr, il y a donc un différentiel maintenant mécanique différent et croyez-moi, c'est pas tout à fait pareil, notamment au niveau du freinage. Mais bon, je vais devoir m'ajuster à la voiture, c'est comme ça, c'est la règle. On verra si effectivement les forces du coup sont un petit peu plus égales entre les voitures qui bénéficient de ces différentiels actifs et ceux et celles qui vont devoir ne compter que sur des différentiels passifs. La 10e spéciale se prépare entre Saint-Antonin et Toudon. Une spéciale longue de 20 km,22 avec toujours un superbe succès populaire sur ce Monte-Carlo. On est même obligé un petit peu de gérer le trafic et la position des spectateurs depuis l'hélicoptère. En tout cas, c'est parti et on retrouve un autre jeune pilote, Andreas Egner. Egner, c'est un Autrichien. Il est au volant d'une Skoda engagée par l'équipe Red Bull Skoda, derrière laquelle on retrouve Armin Schwarz, l'ancien pilote. Et on s'aperçoit que la piste est quand même en meilleur état, façon de parler, en tout cas un petit peu plus sèche cet après-midi par rapport au matin. Et droite 60 plus selon pas corps de sortie. Et gauche 100 plus, ouvre 120 moins long, sur attention 30 mètres, droite 100 plus pas corde humide. Et double attention, gauche 140 moins court sur frein pour 40 mètres, gauche 90 moins. Sébastien Loeb, oui, avec le sourire de Daniel Elena dans cette 10e spéciale, il vient de réaliser un coup formidable, le Français. Il était 6e au général, il peut peut-être gagner 2 places rien que dans cette spéciale. Est-ce que vous pensez pouvoir revenir jusqu'à la 3e place du rallye? Je ne sais pas, je vais essayer d'obtenir la meilleure possible, bien sûr. Je sais que Marcus Grönholm est loin devant, qu'il n'y a aucune chance pour que je le rattrape, mais peut-être que je peux me battre pour la 3e place, voire pour la 2e. Je vais essayer de faire tout ce que je peux. J'avais fait un bon choix de pneus pour cette spéciale. J'espère que ça ira pour la prochaine. En tout cas, je crois que j'ai fait une spéciale parfaite. J'ai attaqué très très fort. Et oui, il a fait exploser les chronos, Sébastien Loeb.
parce que regardez derrière, eh bien ça n'est pas tout à fait la même histoire pour Stéphane Sarrazin. Attention neige, droite trop ferme. Attention neige, droite trop ferme. 20 mètres, frein glissant, gauche 2, court, glissant. Ouvre plus. Sur long gauche à fond ferme, béton. 100 mètres, frein glissant, droite 4, court ferme, glisse, attention, c'est ici. Et gauche 3 ferme. Voilà l'écart chrono qui s'affiche. On a vu avant avec l'animation virtuelle que Sébastien Loeb était largement devant Stéphane Sarrazin. En fait, ce dernier avait 21 secondes 3 d'avance sur Loeb au départ de la 10e spéciale. Eh bien, au point chrono intermédiaire, Sarrazin est déjà derrière Sébastien Loeb. Chez Subaru, on compte donc sur Chris Atkinson pour essayer de résister à la tornade Loeb. L'Australien est au départ. 7 right tightens half, 50. 8 left, minus brake 30. Slow 8 right on crest, then 5 left plus 30 tightens along 4. Small line exit, 40. 7 right tightens half, neat, 40. On retrouve Sarrazin. Il reste encore un tiers de spécial à disputer. Et l'écart se creuse de plus en plus par rapport à Sébastien Loeb. Sur droite 3 humide, ouvre tôt. Sur gauche à fond, court ferme, arrivée et frein. Gauche 2 moins, ferme durée 3. Eh oui, le verdict du chrono est terrible. Sébastien Loeb a donc bien doublé Stéphane Sarrazin. Il y avait 21 secondes 3 d'avance pour Sarrazin. Il y en a 35,8 à l'avantage de Loeb à la fin de la spéciale. Quant à Chris Atkinson, eh bien, ce sera la même histoire. 5 right open, 40. 1 right plus uphill. Then long 6 left minus. En plus, il commet cette petite erreur, Atkinson. Avant la spéciale, l'ordre c'était Atkinson, Sarrazin, Loeb. Après la spéciale, les positions c'est Loeb, Sarrazin, Atkinson. Tout est bouleversé entre la 4e et la 6e place. Une autre bataille a lieu, féroce elle aussi. C'est la bataille pour la 2e place entre Manfred Stoll et Tony Gardemeister. Il y a un petit peu plus de 10 secondes d'écart seulement au départ de la 10e spéciale. Est-ce que Stoll, l'Autrichien, peut conserver cette 2e place? C'est la question essentielle pour lui. Derrière, Tony Gardemeister, avec sa Peugeot privée, est lancé à ses trousses. C'est une bataille donc entre Peugeot privés, c'est à noter. Voici Stoll qui fera l'intégralité de la saison. Le chrono de Tony Gardemeister, donc on vous le disait, 10 secondes d'écart environ entre les deux hommes. Il faut arriver avant 14,56 pour Stoll pour espérer garder sa 2e place. Et c'est fait, mais de justesse. Au général, il a maintenant 3 secondes 4 seulement d'avance sur le Finlandais. Confirmation du classement général avec l'information principale. Sébastien Loeb maintenant 4e, 42 secondes seulement derrière Tony Gardemeister. Le challenge de Sébastien Loeb continue donc, mais dommage pour lui, la 11e spéciale va être annulée. Une occasion de moins finalement pour regagner du temps. On va donc directement aller à la 12e qui est un des morceaux de choix d'une saison de championnat du monde des rallyes. Un seul mot pour vous la résumer, Turini, et oui, le fameux col du même nom. C'est assurément une des légendes pour tout amateur de rallye. Souvenez-vous de ces nuits du Turini dans les années 80. La France entière était pendue à ses transistors pour écouter les résultats avec les Bernard Darniche et les autres champions européens ou internationaux. Les Finlandais étaient là bien évidemment. Un parcours de légende qui a fait rêver tous les pilotes. Alors il faut savoir qu'à l'époque justement, eh bien,
Ce parcours avait souvent lieu la nuit. Vous avez vu des images d'archives. C'est très sympa d'ailleurs d'avoir ressorti ces images. Et la nuit, c'était même pas en fin d'après-midi ou en début de soirée. C'était carrément en beau milieu de la nuit. Minuit passé, eh bien, c'était le spectacle avec toujours des milliers de spectateurs qui étaient présents sur le côté de la route. Ça, il faut bien avouer que ça n'a pas changé. Maintenant, le format des rallyes modernes fait qu'on ne roule plus de nuit. Mais au niveau de l'ambiance, c'est toujours la même chose. Avec des spectateurs, des fans venus de toute l'Europe. Eux, ils viennent d'Italie. Les précédents venaient de Bulgarie. Bref, tous les amateurs se retrouvent là. Il faut avoir fait une fois dans sa vie le col du Turini si on est amateur de rallye. C'est à 1600 mètres d'altitude. Mais hélas, cette année, il va y avoir une donnée un petit peu embêtante, à savoir que le terrain est vraiment très très difficile. Et les pilotes, sur l'ensemble de la spéciale, qui mesure un petit peu plus de 31 km, eh bien, ne vont pas pouvoir exploiter les conditions d'adhérence parce que leurs pneus ne leur permettent pas. C'est toujours un compromis, bien évidemment, entre certaines portions de la spéciale. Mais regardez, Marcus Grönholm, c'est quand même le leader du rallye. Il est à 20 km/h, il a fait un 360. C'est quand même un rythme qui n'est pas tout à fait normal. Ça veut bien dire qu'on ne peut pas aller plus vite dans ces conditions. Ça gâche un petit peu le spectacle, mais après tout, ça devient aussi un fait de course très important. Et il convient de ne pas partir à la faute dans ces conditions, car c'est très très facile. Tony Gardemeister, lui aussi est au ralenti et pourtant il va pas mal s'en sortir vu qu'il va récupérer la deuxième place à l'issue de cette 12e et dernière spéciale de la journée. Sur attention, gauche ferme 144 freins, pour droite 100. Tony Gardemeister qui ne sera battu que par un seul homme, c'est Sébastien Loeb. Ce diable de Loeb, aurait-on tendance à dire, qui nous fait le grand chelem dans cette deuxième étape. Il remporte les 6 spéciales inscrites au programme. Mais vous voyez que lui aussi était vraiment comme sur des œufs. Oui, c'est quand même une impression un petit peu étonnante, voire paradoxale, que de voir le double champion du monde des rallyes en titre négocier ses virages à 20 km/h maximum. Mais ça fait partie du jeu. Et pour vous montrer que c'est très facile de partir à la faute dans ces conditions, malgré la faible vitesse, regardez Xavier Pons, l'Espagnol qui est donc le coéquipier de Loeb dans l'équipe Chrono Citroën, qui sort une première fois de la piste, assez violemment malgré tout, malgré la vitesse. Il repart. Il a l'air assez tendu, Xavier Pons. Il sait que ce terrain est plus que piégeux. Et ça continue, deuxième erreur. Si l'on peut parler d'erreur, à vrai dire, parce que là, dans ces conditions, le talent du pilote n'y est quand même pas pour grand-chose. Ce sont vraiment les conditions d'adhérence qui décident de tout et manifestement pour Xavier Pons, c'est quasiment impossible. Et vous croyez que le calvaire de Xavier Pons est terminé ? Négatif, ça continue. Regardez, il n'arrive absolument pas à reprendre la route. Dès qu'il appuie un tout petit peu sur l'accélérateur, eh bien, il part en figure. Ah oui, du véritable patinage artistique pour Xavier Pons. 6 en note artistique, assurément. En tout cas, le classement général. Gardemeister donc prend la deuxième place à Manfredstol. Sébastien Loeb toujours 4e, mais il se rapproche. Il reste encore 6 spéciales à disputer le dernier jour et sachez que la 15e et 18e spéciale du dernier jour sont identiques à cette fameuse 12e que l'on vient de voir. C'est-à-dire qu'on reviendra au col du Turini. La bataille pour la deuxième place est plus ouverte que jamais. Sébastien Loeb a un beau coup à jouer. Nous sommes toujours dans ce DVD spécial échappement, nous sommes toujours dans ce Rallye Monte-Carlo 2006 et c'est la 3e et dernière étape qui commence maintenant. On vous rappelle la situation en tête, Marcus Grönholm est assez confortablement devant mais on sent le Finlandais un petit peu partagé entre l'envie d'attaquer et la nécessité d'assurer le coup quand même. Et puis derrière c'est Sébastien Loeb qui est donc parti pour peut-être revenir à la deuxième place. En attendant, il est toujours 4e au général. Il reste encore 6 spéciales à disputer dans cette dernière étape.
Et il a 2 adversaires devant lui, Sébastien Loeb, s'il veut revenir effectivement à cette deuxième place. Le premier adversaire, c'est Manfred Stoll, l'Autrichien. Il y a exactement 33 secondes d'écart entre Stoll et Loeb. « 33 secondes donc d'écart en faveur de la Peugeot par rapport à la Citroën. Eh bien, sachez qu'à la fin de la 13e spéciale, donc la première de la 3e journée, l'écart ne sera plus que de 16 secondes seulement. Un écart diminué donc de moitié en une seule spéciale. Alors Manfred, il y a des temps intermédiaires qui sont difficiles pour vous. Oui, bien sûr, Sébastien est très très rapide. Je ne crois pas que je vais pouvoir lui résister. Je vais essayer, bien sûr, mais quand il est à ce point-là à l'attaque, c'est dur. Donc il le dit franchement, Manfred Stoll, ça va être difficile de résister. Mais même si Sébastien Loeb parvient à doubler Stoll, eh bien, il y aura toujours devant Tony Gardemeister, le Finlandais qui est sur des œufs, là, avec encore des conditions de piste très très difficiles. Gardemeister qui est toujours 2e, Stoll qui est donc toujours 3e, mais de plus en plus sous la menace de Loeb. Loeb qui va justement réaliser le meilleur chrono dans la 14e spéciale. Est-ce que Stoll va préserver sa 3e place? Eh bien oui, pour 3 secondes 8. Ah, il résiste, mais pour combien de temps encore? C'est la question. En tout cas, bel effort malgré tout de l'Autrichien. Sébastien Loeb n'est pas encore dans le tiercé final. Nous sommes maintenant dans le 15e secteur chronométré, La Bolène-Sospel. C'est donc le même que la veille avec le fameux col du Turini et toujours des conditions de piste très très délicates où tout le monde est parfois au ralenti dans certaines portions, hein, pas tout au long de la spéciale, mais parfois donc il n'y a pas le choix. Gronholm a été prudent, mais il perd quand même 30 secondes sur Sébastien Loeb qui remporte de nouveau cette spéciale. Et Manfred Stoll qui avait donc 3 secondes 8 d'avance sur Sébastien Loeb. Quel va être l'écart maintenant? Ah oui, il est terrible. On le voit tout de suite avec le chrono. Manfred Stoll, cette fois, c'est sûr. Il a perdu 30 secondes pile dans cette spéciale. Donc, c'est clair maintenant. Loeb est devant lui au général avec 26 secondes 3 d'avance. Donc ça y est, c'est fait. Premier objectif réussi pour Sébastien Loeb. Il est sur le podium, mais 14 secondes 5 seulement derrière Gardemeister. La 2e place est encore jouable. C'est la dernière ligne droite, hein, si l'on ose dire, qui se précise maintenant. Dernier détour par l'assistance. Direction Ford, qui donc s'apprête normalement, hein, sauf incident de dernière minute, à remporter ce rallye Monte-Carlo. Et pourtant, on sent Marcus Gronholm un petit peu nerveux. Et c'est ce qu'il nous explique. Il est manifestement un petit peu embarrassé par son obligation d'assurer le coup et la constatation que le terrain est très difficile. Parfois c'est glacé, parfois ça fond. On peut tout ruiner en prenant un mauvais choix de pneus et c'est pas une situation que j'apprécie beaucoup. Un petit peu chagrin, si l'on ose dire, Marcus Gronholm. Il s'apprête peut-être malgré tout à remporter son premier Monte-Carlo, mais il y a une certaine angoisse parce qu'il ne sait pas quel pneu prendre. Mais heureusement, Malcolm Wilson garde le sourire. Et pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont décidé de copier bien évidemment leur stratégie sur celle de Sébastien Loeb. Dans notre cas, on ne va pas tout risquer sur un mauvais choix de pneus ou un choix de pneus hasardeux. On va faire ce que fait Sébastien. Et même si on doit perdre du temps sur Sébastien, eh bien, on sera à armes égales. Donc on n'en perdra pas énormément. Par les positions sur la piste, on est en mesure de savoir ce que choisit Sébastien et ça nous aide. Et oui, c'est une donnée fondamentale dans cette fin de rallye. En tout cas, Sébastien, lui, a apprécié et apprécie toujours la bataille. C'est très intéressant. Il y a encore des enjeux. Je peux tenter des choses. Et on voit que Sébastien Loeb, qui a maintenant oublié, hein, peut-on penser, sa mésaventure du premier jour, eh bien, se donne à fond dans cette dernière bataille pour aller chercher la 2e place. Gilles Panizzi, tiens, c'est sympa de le revoir. Le Français, hélas, qui avait fait un superbe début de rallye, eh bien, maintenant étant dehors des points. La suite a été un petit peu plus difficile donc. Matthew Wilson, lui aussi, a pu repartir. Le fils donc de Malcolm Wilson.
en fonction de la règle du Super Rally, avec des minutes de pénalité. Et son père, qui conclut finalement ce Monte-Carlo en ce qui concerne son fils, eh bien, l'objectif c'était d'aller au bout. J'estime qu'il a fait un super boulot. Certes, il a eu un problème le premier jour, mais il a pu repartir et à 18 ans, faire ce qu'il a fait, c'est magnifique. Eh bien, le père est fier du fils, ça se comprend. Mais c'est vrai, Matthew Wilson donc, va voir l'arrivée de ce Monte-Carlo. Malgré tout, il sera en dehors des points. Voici Dani Sordo, l'Espagnol, lui aussi coéquipier de Loeb et de Ponce chez Chrono Citroën. C'est le champion du monde des rallyes juniors en titre. Et à ce moment-là, eh bien, il est 8e, donc dans les points. Superbe, malgré tout, il ne marquera pas de points pour son équipe car il n'était pas éligible pour marquer des points. C'était Ponce et Loeb. Mikko Hirvonen, 7e au général, le Finlandais, le coéquipier de Gronholm. Pour l'instant, nous sommes donc en train de détailler les positions des uns et des autres avant les toutes dernières spéciales. On retrouve du côté des forces françaises, eh bien ça nous fait plaisir, Stéphane Sarrazin, qui est pour l'instant accroché à la 5e place, ce qui serait un bon résultat. Et il devance son coéquipier Chris Atkinson, l'Australien, qui est au volant de l'autre Subaru, qui est encore en piste. Atkinson donc qui est 6e. Et du côté des places d'honneur, eh bien, on retrouve Manfred Stoll, toujours là, qui est 4e au général. Ce qui est quand même très bien pour lui à l'orée de cette saison 2006. Mais la grande bataille, donc pour les 3 dernières spéciales, c'est la bataille pour la 2e place. 2 hommes en lutte. Tony Gardemeister d'un côté, Sébastien Loeb de l'autre. Gauche 120 pour Milon sur frein, pour droite 20, épingle. Les droitis. À ce moment-là, donc, il reste 3 spéciales, la 16e, la 17e et la 18e. 14 secondes 5, on vous le rappelle, d'écart avant le départ de la 16e spéciale. À la fin de la 6e spéciale, pas de changement, relatif status quo. À la fin de la 17e spéciale, il n'y a plus que 6 secondes 6 d'écart. Il est à l'attaque, Sébastien Loeb, et il n'y a plus qu'une spéciale pour espérer ravir donc cette 2e place à Gardemeister. Encore 31 km d'effort. Voilà, c'est l'arrivée du rallye pour Loeb et Helena. Sont-ils parvenus à arracher cette 2e place? À ce moment-là, ils ne le savent pas. Non, j'ai pas d'informations. J'étais 6 secondes derrière lui avant le départ de la spéciale. J'ai attaqué très très fort, depuis ce matin d'ailleurs, mais là encore plus. Je sais pas. Je pense pas que ça sera un écart énorme, en tout cas avec Tony. Et bien voilà, suspense donc, le dernier de ce Monte-Carlo. Voici Tony Gardemeister avec sa Peugeot privée. Va-t-il conserver sa 2e place? Le verdict du chronomètre dans quelques instants. S'il fait moins donc que 23, 27.7, il reste 2e. Sinon, c'est Loeb qui passe. Et bien voilà, c'est fait. Tony Gardemeister ne sera pas le dauphin de Marcus Gronholm. Sébastien Loeb va donc parvenir à arracher cette 2e place dans la toute dernière spéciale. C'est pas entièrement illogique, compte tenu du potentiel et de la forme affichée par Loeb, mais malgré tout, Gardemeister a pu y croire. C'est dans les tout derniers kilomètres donc qu'il a rendu les armes. Pendant ce temps-là, plus que quelques mètres pour Marcus Gronholm pour sa première victoire avec sa nouvelle équipe et sa nouvelle voiture. Voilà, c'est fait. Marcus Gronholm remporte ce rallye Monte-Carlo 2006. Et c'est la joie bien sûr chez Ford. La première victoire Ford d'ailleurs depuis l'Espagne 2004 avec Marco Martin qui n'était pas là pour ce rallye. Je n'ai pas toujours attaqué, il y avait même des vibrations dans la voiture, un peu de fumée même à la fin du rallye, j'étais un petit peu inquiet. Mais bon, on a assuré. Et effectivement donc Gronholm qui remporte ce rallye avec finalement 1 minute 1 d'avance sur Sébastien Loeb. Gardemeister s'incline face aux Français pour 21 secondes. Stéphane Sarrazin dans les points. Et puis la jeune garde derrière, Atkinson, Hirvonen et Sordo, qui eux aussi terminent donc dans les 8 premiers.
Première victoire donc dans le Monte-Carlo pour Gronholm. Première victoire sur asphalte en ce qui concerne le Finlandais. 19e victoire dans sa carrière. Voilà pour les chiffres de Marcus Gronholm à l'arrivée de ce Monte-Carlo. Oui, évidemment, c'est très agréable. Me battre pour la victoire, pour mon premier rallye avec Ford, c'est magnifique. Et gagner, c'est encore mieux. Et j'espère qu'on aura d'autres beaux combats tout au long de l'année. Au championnat du monde, c'est logique. C'est le même classement que pour l'arrivée de ce rallye. Donc Gronholm en tête avec 2 points d'avance sur Loeb. À signaler quand même que dans la bataille de géants avec Peter Solberg, eh bien, c'est déjà, mine de rien, 10 points d'avance pour Gronholm et 8 points d'avance pour Loeb face aux Norvégiens. Du côté des constructeurs, c'est l'équipe Ford qui mène, juste devant l'équipe privée Kronos Citroën. C'est à noter, cette année, ce sera vraiment cette bataille constructeur et team privé. Voilà, c'est donc tout pour cette manche d'ouverture du championnat du monde des rallyes sur les extraordinaires pentes du Monte-Carlo. Le coup d'envoi d'une saison qui comprendra 16 manches et qui devrait nous valoir son pesant d'émotions et de spectacles. Merci encore de nous avoir rejoints pour ce DVD spécial que vous avez trouvé en supplément du magazine Échappement. Notre petit doigt nous dit même que ce ne sera pas la dernière fois que nous nous retrouverons pour un résumé complet d'une manche de championnat du monde des rallyes. On peut même vous dire que le prochain rendez-vous, eh bien, ce sera dans le numéro d'Échappement de fin avril, daté du mois de mai, c'est important, le numéro donc de mai, mais qui sortira fin avril, et on revivra ensemble les meilleurs moments du Rallye de France Tour de Corse, car cette année, le Tour de Corse aura lieu au mois d'avril. Merci d'avoir été avec nous tout au long de ce film spécial. À la prochaine fois, salut à tous.